des vidéos pour vous les gars. Survivre au vol le plus dangereux du monde. 24 décembre 1994, 11h05, aéroport d'Alger. Sur le tarmac, un Airbus A300 s'apprête à décoller pour Paris. Ok, là on est en Algérie, décoller pour Paris, ok. On y va. À C'était bord, quoi le vol? Il y a eu un vol d'avion, genre un truc comme quoi l'avion aurait juste disparu des radars. C'était quel vol ça? Malaysia Airlines me semble? 227 passagers et 12 membres de l'équipage. Il y a des hommes, des 370. femmes et des enfants qui ne pensent qu'à une chose, les retrouvailles familiales. Alors que les portes de l'appareil s'apprêtent à se refermer, une voiture siglée Air France avance à toute allure. 4 hommes vêtus d'uniformes de policiers des frontières en descendent et se dirigent vers les marches de la passerelle. Leur présence paraît banale. Ils affirment intervenir pour un simple contrôle de passeport, une formalité fréquente compte tenu de la situation actuelle qui règne. Mais ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est que ces hommes ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Dans quelques minutes, ils dévoileront leurs réelles intentions et feront régner la terreur pendant les 54 prochaines heures. Nah. Oh shit. Les scènes en 3D que vous voyez là sont faites entièrement par mes soins et ça me prend littéralement des jours entiers à réaliser. Pour rester concentré, il y a une chose que j'aime bien boire par-dessus tout, et c'est Oli. Oli, c'est la marque de boisson énergisante. Bien vu pour la pub, mon frérot. C'est encore mes permettant si ça vous tente. Et si vous êtes, merci à Oli de m'accompagner dans mes projets. Et sur ce, retour à la vidéo. Les 4 faux policiers débutent le contrôle d'identité des passagers. Mais très vite, la chef de cabine sent que quelque chose ne colle pas. Un détail attire son regard. Sous leur veste, ils dissimulent des bâtons de dynamite. Une chose que les vrais agents algériens ne portent évidemment pas lors de ce type de contrôle. Pendant qu'ils avancent lentement dans l'allée, un passager s'agite. Il est en réalité un officier de police en civil. Troublé par leur comportement, il les interpelle, exigeant qu'ils justifient leur identité. Pour appuyer ses propos, il présente sa propre carte du DGSN, la police nationale algérienne. Ce geste, qui était en réalité destiné à rassurer, va en réalité le condamner. Les imposteurs n'hésitent pas une seconde. Ils le saisissent brutalement et le forcent à sortir de la cabine. Depuis leur siège, les passagers observent la scène, pensant assister à l'arrestation d'un dangereux criminel. Mais quelques secondes plus tard, l'illusion se brise. Damn! C'est le début de la terreur. Les preneurs d'otages révèlent alors leur véritable identité et leur motivation. Ils annoncent que l'Airbus est désormais sous le contrôle du GIA. Ils brandissent des grenades artisanales, un pistolet mitrailleur, un pistolet, des AK-47 et 2 charges de dynamite artisanale qu'ils installent dans la cabine et dans le cockpit avec des détonateurs. Ensuite, ils s'emparent d'uniformes de steward qu'ils avaient prévus dans leur sac pour tromper d'éventuels tireurs d'élite en cas d'assaut. Désormais, ils sont prêts pour la suite. Ils imposent leur loi à bord, demandant la coopération des 219 passagers et des 12 membres de l'équipage. Pour ce faire, ils les maintiennent dans une peur constante en alternant entre des moments de calme et des moments de torture psychologique. Leurs exigences initiales deviennent vite claires. Ils ordonnent à la police, maintenant sur les lieux, qu'on retire la passerelle et que l'avion décolle pour Paris, sans délai. Ah ouais, ce qu'ils allaient faire à Paris, ça allait ressembler le 11 septembre. En plus, j'ai vu, je sais pas, tu vois, à chaque information qui sort sur Twitter, je dois me questionner si l'information est vraie ou fausse. Mais ils ont dit qu'ils ont découvert qu'il y avait un 5e avion qui avait percuté la tour le 11 septembre, machin. Parce qu'avec toutes les caméras qui ont pu filmer le 11 septembre, il y a des moments à ce qu'il paraît qu'ils n'ont pas filmé ou qui n'a pas été diffusé. Puis ça, c'était une vidéo secrète. Mais est-ce que la vidéo serait truquée AI? Officiellement, Maintenant, aujourd'hui, tu regardes une vidéo, t'es même pas sûr si la vidéo, elle est bonne, si elle est vraie, c'est quoi la source. Faut que tu questionnes tout, bro. T'as pas le ils choix. prétendent vouloir tenir une conférence de presse en France pour y exposer leur cause. Mais en réalité, comme on l'apprendra plus tard, ils nourrissent un projet bien plus sinistre. Ça, c'est mon premier réflexe. Je vois une vidéo, est-ce que c'est AI? Elle est valide? C'est quoi la source? Sur le tarmac d'Alger, les autorités algériennes refusent catégoriquement de céder.
La passerelle reste en place et des véhicules de police bloquent la piste pour empêcher tout décollage. En parallèle, un groupement d'intervention spéciale algérien, surnommé les Ninjas en raison de leur cagoule noire, est déployé tout autour de l'appareil. Le général Mohamed Medienne, chef des renseignements, envisage déjà un assaut commando algérien si l'opportunité se présente. Face au blocage, les assaillants menacent de faire sauter l'avion si leurs ordres ne sont pas respectés. En guise d'avertissement supplémentaire, ils saisissent un autre passager. Lui reste étonnamment calme. Il ne supplie pas, ne résiste pas. Peut-être pense-t-il qu'en gardant son sang-froid, il gagnera leur respect. Peut-être croit-il qu'il sera simplement interrogé puis relâché. Malheureusement, il subit le même sort que le policier algérien. Damn. Le sang a coulé 2 fois en ce réveillon de Noël, et aucun ravitaillement, ni décollage, n'a encore eu lieu. Sept heures après le détournement, la cabine est calme, mais tendue. Les pilotes tentent de désamorcer... Mais au moins, l'avion n'avait pas encore décollé. Parce que si elle aurait décollé, ça aurait été difficile. Là. Je pense qu'ils auraient dû abattre avec des fighter jets ou des trucs comme ça. La situation en parlant aux pirates de l'air et en essayant de gagner leur confiance. Cette stratégie n'est pas anodine. Lors d'un détournement, le rôle des pilotes est de garder les passagers calmes, de gagner du temps, de trouver des détails sur les assaillants. Les négociateurs algériens entrent en contact avec les pirates de l'air depuis la tour de contrôle, tandis que les médias commencent à arriver au bord de l'aéroport, tenus cependant à distance. Les autorités maintiennent un blackout partiel sur l'information, ne filtrant que de rares bribes aux journalistes. Du côté français, l'alerte est maximale. À Paris, une cellule de crise est activée. Le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé et le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua se réunissent en urgence à la mi-journée. Le Premier ministre, Édouard Balladur, en vacances à Chamonix, est rappelé à Paris d'urgence. Il passe l'après-midi au téléphone avec son homologue algérien, tentant d'évaluer la situation malgré des informations incomplètes. Il propose immédiatement au gouvernement algérien l'appui de la France, notamment l'envoi sur place d'une unité du GIGN pour aider à résoudre la crise. Alger s'y oppose. Pas de force française sur le sol algérien. C'est une affaire intérieure et l'Algérie compte bien garder la main. That's it. En fin de soirée du 24 décembre, quelques lueurs d'espoir apparaissent néanmoins pour les otages. Sous la pression internationale et sans doute pour montrer une bonne volonté, les ravisseurs libèrent un petit groupe de passagers. Plusieurs femmes, des mères avec des jeunes enfants et des personnes ayant de graves problèmes de santé sont autorisées à quitter l'appareil. Ces premiers libérés, exténués, témoignent aux autorités algériennes de ce qu'ils ont vu à bord, ce qui permet d'identifier formellement les preneurs d'otages et leur appartenance au GIA. Le jour de Noël s'ouvre sur l'Airbus toujours immobilisé à Alger, avec encore plus de 170 otages à bord. Au petit matin, le calme tout relatif de la nuit est rompu par de nouvelles tensions. Les autorités algériennes, qui ont identifié pendant la nuit le chef du groupe grâce à des caméras à vision nocturne, tentent un coup psychologique. Elles font venir sa propre mère à l'aéroport pour qu'elle persuade son fils de renoncer. Mais cette initiative, à double tranchant, tourne court et provoque la fureur des preneurs d'otages. Loin de l'attendrir, l'intervention de sa mère le met en rage. À partir de cet instant, le commando durcit son attitude et décide de viser plus particulièrement les passagers français. Les assaillants savent qu'il y a à bord un employé de l'ambassade de France. En début de soirée du 25, ils entraînent Yannick, 28 ans, marié et père de famille, dans le cockpit. Sous la menace, l'otage français doit lire un message de détresse au micro. Si l'avion n'obtient pas l'autorisation de décoller avant 21h30, les assaillants tueront un passager toutes les 30 minutes, en commençant par lui. À mesure que l'échéance approche, l'angoisse monte d'un cran dans la cabine. Ouf. Des passagers algériens tentent tout de même de rassurer Yannick, en lui murmurant que les preneurs d'otages bluffent. Probablement. Aïe, troisième victime. GG's. 21h31, aucune autorisation de décollage n'est parvenue. Yannick est le troisième otage exécuté en 2 jours. Yaya, hors de lui, hurle par radio en direction des négociateurs algériens. Voyez ce qui arrive quand vous jouez au dur. Du côté français, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dès l'annonce de l'exécution de Yannick Bonnier, le Premier ministre hausse le ton et déclare publiquement qu'il tiendra le gouvernement algérien pour responsable
de tout nouveaux décès de ressortissants français. Il en appelle même à la communauté internationale, mettant l'Algérie face à ses responsabilités. Ouf. Cette crise diplomatique porte ses fruits. Peu après 23 heures, sous l'insistance de Paris, le président algérien cède finalement. Il autorise les preneurs d'otages à quitter l'Algérie. 39 heures après... Hein? Non! Non! Il n'a pas fait ça. Il les a laissés prendre l'air. Début du drame, le vol Air France 8969 obtient l'autorisation de décollage. À 2h20 du matin, dans la nuit du 25 au 26 décembre, l'A300 s'arrache enfin du sol algérien. À première vue, cela semble être une bonne nouvelle pour les otages, mais en réalité, le pire comme le meilleur reste à venir. Le gouvernement français a convenu d'accueillir l'appareil sur un aéroport de province pour éviter qu'il ne gagne Paris. Le choix se porte sur Marseille-Marignane, dans le sud de la France. Mais il n'est pas question de laisser l'Airbus repartir ensuite. En secret, une unité du GIGN a déjà été prépositionnée sur la base militaire d'Istres, près de Marseille, dès la veille. À 3h33 du matin, le vol 8969 se pose sur la piste de Marseille-Marignane. Denis Favier, le chef du GIGN et ses 30 hommes sont déjà sur place, déterminés en... GIGN, c'est genre le FBI CIA de la France ou quoi? Les fédérales? Finir. Ils ont même eu le temps de s'entraîner sur un A300 identique, prêté par Air France. Je vais pas te mentir, l'acronyme est un peu trash. GIGN. Pour répéter l'assaut en conditions réelles. SWAT. Dès l'atterrissage, le dispositif français se met en place. Les autorités illuminent minimalement le tarmac. L'avion est guidé vers un coin éloigné du terminal, loin des autres appareils. Le but est d'isoler le vol 8969. Nous, on a la gendarmerie royale du Canada, la GRC. Les Ça, c'est assaillants, les fédérales. eux, s'exclament de joie en découvrant qu'ils ont atteint la France. Mais malgré l'euphorie, ils restent lucides et réclament immédiatement du carburant pour repartir vers Paris, demandant 27 tonnes de kérosène. Le problème, c'est que cette quantité est bien trop importante pour un tel vol, qui ne requiert que 3 fois moins cette quantité. La police comprend tout de suite. Yaya et ses hommes envisagent le pire. Transformer l'avion en bombe géante. Charles Pasqua déclare alors que l'avion ne décollera plus de Marseille, quoi qu'il en coûte. La stratégie française est claire. Gagner du temps et épuiser les assaillants. Denis sait qu'ils sont fatigués et veut tirer parti de cet affaiblissement. Il temporise en répondant aux demandes logistiques, repas, eau, vidange des toilettes, aspirateur. Tout prétexte est bon pour retarder l'échéance du décollage ultimatum de 9h40 que les pirates de l'air ont fixé. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que les techniciens n'en sont pas. Il s'agit d'hommes du GIGN. Pendant qu'ils intervenaient... Une fois que tu baisses tes gardes là, GG's, groupe d'intervention gendarmerie nationale. Ils analysaient les lieux pour préparer l'assaut. GIGN. Ils constatent que les portes ne sont ni bloquées, nationale. ni piégées, et qu'elles peuvent s'ouvrir de l'extérieur sans difficulté. Via radio, on suggère aux preneurs d'otages qu'une conférence de presse pourrait tout aussi bien être organisée sur place, à Marseille. Car après tout, tous les grands médias ont des bureaux à Marseille, donnent les négociateurs comme argument. Séduit par l'idée de médiatiser leur action, Yaya accepte de tenir une conférence de presse à bord. Wow. Il exige simplement que cela se passe dans l'avion. Les négociateurs y voient l'occasion idéale. Ils demandent alors que tous les passagers soient regroupés à l'arrière de la cabine pour libérer l'espace à l'avant en vue de la conférence. Cette ruse permettrait de protéger les otages au moment de l'assaut et de ne trouver... ils ont vu que du feu. Regarde la tactique, bro. Regarde la tactique. Et les journalistes qui vont intégrer l'avion vont être des membres du GIGN. Donc ils seront là, de front, affronter l'ennemi de face et avec tous les passagers en sécurité. Non, c'est fort, c'est fort. Faut le dire, c'est fort. C'est fort. Que les assaillants à l'avant. Yaya et ses hommes, ne soupçonnant pas que les portes de l'A300 peuvent s'ouvrir sans leur accord, acceptent ce réaménagement. En milieu d'après-midi, cependant, la situation se tend à nouveau. Les journalistes tardent à arriver,
ce qui éveille les soupçons des ravisseurs. Yaya s'impatiente de ne voir personne se présenter pour la conférence de presse. Il comprend que quelque chose se trame. Furieux, il ordonne au pilote de déplacer l'appareil et de le rapprocher de la tour de contrôle. Delem, obéissant sous la contrainte, roule l'Airbus jusqu'au pied de la tour, non loin du terminal et d'autres avions stationnés. Ce mouvement imprévu crée une situation critique pour les forces françaises. L'avion n'est plus dans la zone isolée prévue au plan d'assaut. S'il explose maintenant, près de l'aérogare, le nombre de victimes serait démultiplié. Denis Favier doit alors recomposer tout son dispositif en urgence. Ah ouais, il a pensé vite. Finalement, c'est un peu plus clever qu'on pensait. Déplacer l'avion, être dans une cible propice à faire le plus de massacres possible, contre-attaque des terroristes. Les tireurs d'élite sont repositionnés sur les toits pour retrouver une ligne de mire sur le cockpit. Okay. 3 escaliers roulants d'embarquement sont rapidement acheminés pour permettre aux colonnes d'assaut d'accéder rapidement aux portes de l'avion. Favier réorganise ses 30 hommes en 3 équipes. 2 groupes de 11 gendarmes prendront l'assaut simultanément les portes arrière gauche et arrière droite, tandis qu'un groupe de 8 montera par l'avant droit. L'objectif est clair. Neutraliser Yaya dans le cockpit en l'isolant du reste et submerger les autres assaillants dans la cabine. Ça va vite, hein. Faut que à 17h, faut que la communication soit directe, constante. Yo, situation de crise. L'impasse est totale. Aucune goutte de carburant n'a été livrée aux preneurs d'otages, et ceux-ci comprennent qu'on les mène en bateau. Yaya, dans un dernier accès de rage, pénètre dans la cabine pour choisir une nouvelle victime à exécuter en représailles. Il désigne le plus jeune membre de l'équipage. Le chef assaillant semble toutefois hésiter, répétant fébrilement « Je ne peux pas faire ça, mais je dois le faire ». Brusquement, Yaya renonce à l'exécution et opte pour un autre signal de colère. Il ordonne l'ouverture de la porte avant gauche et tire une rafale vers l'extérieur pour intimider les forces françaises. Dans la tour de contrôle, les négociateurs entendent soudainement des balles siffler. La tour est arrosée à l'arme automatique, brisant les vitres autour des autorités. Favier, qui attendait le feu vert politique, l'obtient à cet instant. Balladur, informé des tirs sur la tour, autorise enfin le GIGN à intervenir par tous les moyens nécessaires. À 17h12, Denis Favier donne l'ordre tant attendu. L'assaut est lancé. Trois passerelles mobiles surgissent simultanément du bout du tarmac et viennent s'aligner contre l'avion. Une sur la porte arrière gauche, une sur la porte arrière droite et la dernière sur la porte avant droite. En quelques secondes, cette dernière est ouverte. Wow! Thierry Prugnot, le premier homme, entre et tombe sur les 4 assaillants qui s'étaient retranchés dans le cockpit, accompagnés de 3 membres de l'équipage. Surprise. Bain de sang, attends, c'est quoi qui se passe là? Tout le monde est habillé en personnel de bord, semant la confusion dans l'esprit de l'agent. Oh, la stop! L'avenir des otages est entre les mains de ce dernier. Donc j'en vois un premier que je neutralise, le deuxième que je vois au dernier moment, et le troisième qui est juste derrière, qui est en chemise blanche, lui aussi. Et au moment où je le tire, le quatrième que j'ai pas vu, qui était caché sous la table du mécanicien navigateur, qui avait la calache, le chef, Mohamed Yaya, là il me tire dessus. Damn! La première, je pense que je l'ai prise dans l'épaule, parce que c'est celle-là qui m'a sonné. Et après, j'ai été touché 1, 2, 3, 4... Damn. 2 fois dans mon gilet pare-balles, donc celle-là, voilà, et la dernière dans ma joue. La première, je l'ai sentie, elle m'a fait très mal, et les autres, je les sentais plus après. Le corps, il se met en sécurité, avec l'endorphine, l'adrénaline, on sent plus rien. La 7e balle éjecte Prugnot, le dernier assaillant, continuant de lui tirer dessus. En parallèle, c'est 15 longues secondes plus tard que les 2 autres équipes entrent par l'arrière. Mais tout à coup... Non! Non! Instinct de survie, je me suis tourné sur le côté comme j'ai pu, et la grenade... Fallait relancer la grenade, j'ai vu ça sur Call of. Yo Super Monor, ça dit quoi? Une fois que tu prends la grenade, tu relances, là ensuite tu te mets en cover. Boum, elle a explosé quoi. J'ai pris tous les éclats... C'est des grenades soviétiques, c'est des micro-éclats. J'ai tout pris dans les fesses, les cuisses. Oh putain. J'ai des acouphènes maintenant à vie, quoi.
Il y a une grenade, normalement c'est mortel à 100 mètres, moi elle m'a pété à 80 cm des fesses. Et il y avait un trou de 25 cm dans l'avion, quoi. Et ça a duré 12 minutes. 12 minutes où personne ne pouvait venir me chercher parce que le dernier, avec la calache, bah, il tenait tout le monde en respect, quoi. Les couloirs étroits de l'A300 résonnent de centaines de coups de feu. Les deux équipes arrière pénètrent à leur tour et progressent en sécurisant la cabine passager. Ils lancent des grenades assourdissantes pour gêner le dernier en vie, emplissant par la même occasion l'appareil de fumée. Les otages, préparés par l'équipe navigante, se mettent au sol, attendant les instructions du GIGN. Au cockpit, la confrontation est tout aussi acharnée. Yaya arrose de balles l'escalier avant, tentant d'empêcher la progression de la colonne de Favier. Et là, un gendarme du GIGN, Philippe Bardelli, s'apprête à avoir une chance inouïe. La balle dans l'axe de son canon. C'est un truc extraordinaire, quoi. Un truc qui peut pas arriver deux fois. Hey, no way! Il se casse la figure, il descend, il emmène tout le monde avec lui. Là, il prend son manurin, sa deuxième arme, et il remonte. Mais il n'a jamais pu rentrer dans l'avion, il est resté dehors jusqu'à la fin, quoi. Le copilote, qui est réfugié dans le cockpit, décide de s'échapper par un hublot latéral. Il se glisse hors de l'appareil et chute de 5 mètres, se fracturant le coude et la cuisse sur le béton. Cet acte libère la ligne de tir des snipers Au moins t'es en vie, hein. Une jambe cassée, mais t'es en vie. postés à l'extérieur qui peuvent enfin viser à l'intérieur du cockpit. Finalement, le dernier preneur d'otages blessé et à court de munitions s'effondre sous les balles à son tour. Presque simultanément, à l'arrière de l'appareil, les gendarmes demandent à tout le monde de sortir. Les otages encore au sol comprennent alors que c'est le signal de la délivrance. Certains gendarmes, ne sachant pas immédiatement si tous les assaillants sont neutralisés, traitent chaque homme vigoureusement évacué comme suspect potentiel. What? À 17h29, Denise Favier confirme par radio. Terminé pour nous. L'assaut final aura duré environ un quart d'heure, concluant 54 heures de prise d'otage. Bonsoir à tous, après 54 heures... En même temps, c'est vrai. Il y a un des assaillants qui aurait pu changer d'uniforme, se mettre en civil, s'intégrer. Ouais. Les 170 otages de l'Airbus d'Air France ont donc été délivrés cet après-midi sur l'aéroport de Marseille. Un assaut des gendarmes du GIGN quasiment parfait. Le bilan humain direct de l'assaut de Marignane est miraculeux au vu des circonstances. Aucun otage supplémentaire n'a perdu la vie pendant l'assaut, les 173 otages restants sont sains et saufs. Seuls 13 passagers et 3 membres de l'équipage ont été légèrement blessés. En revanche, les 4 assaillants sont tous morts. Du côté du GIGN, on dénombre 9 gendarmes blessés, dont un grièvement, Thierry Preugnot, qui sera emmené d'urgence à l'hôpital. Le copilote est le blessé le plus sérieux parmi les otages, en raison de sa chute lors de sa fuite. Le commandant d'Elem a été touché par 2 balles en plein échange de tirs, mais a été protégé du pire par les cadavres de 2 assaillants qui ont fait rempart devant lui. Il est 17h35 quand Denis Favier annonce officiellement en salle de crise que la mission est accomplie et que tous les assaillants ont été neutralisés. Mr. President, job's finished. Nice. L'une des interventions les plus efficaces jamais réalisées dans un avion en vol ou au sol. Au lendemain de l'assaut, les membres du GIGN ont reçu à l'Élysée le président François Mitterrand, le premier ministre Édouard Balladur et le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua, leur rend hommage devant la nation. Mais attends, si on te donne une médaille, est-ce que ça équivaut à du cash? C'est quoi là? Parce que juste une médaille pour avoir une médaille, c'est bon, mais eux sont même pas censés... ce que je veux dire, ils sont censés prendre leur retraite. Vas-y, vous avez bien œuvré les frères. Si vous voulez continuer, continuez, mais on vous paye votre retraite. Villa, tout inclus, machin. On met personnellement la Légion d'honneur à Thierry Preugnot pour son courage exemplaire. Dans une nouvelle ère, son prestige explose, des méthodes sont étudiées dans le monde entier et ses effectifs renforcés. L'assaut du vol 89-69 devient un cas d'école dans toutes les forces spéciales.
soldats et gendarmes GIGN recevront les plus hautes décorations françaises, mais beaucoup, comme Thierry Prugnot, refusent le mot héros. Pour eux, ils n'ont fait que leur devoir. Une pensée aux victimes. C'est réel. Paix à leur âme. Merci pour cette vidéo. On va laisser un pouce en l'air. Vision. On est ensemble. Ça c'était clean, ça c'était clean. Belle requête, hein. Ça c'était dans le Discord, je pense. Ça c'était dans le Discord. Ah ouais, ça envoie des vidéos, ça rafale, ça... Viens, on discute, les rappeurs qui n'ont jamais été de gauche. Mafia, la guerre secrète pour le contrôle de World of Warcraft. Attends. Je pense que j'avais déjà une liste, on n'a pas fini. Quelles sont nos chances de vivre dans une simulation? Ça, c'est 1 heure. Oh, cérémonie du sang avec la tribu des Suris. Les face reveal sur... Ah, ça, les face reveal, je veux la voir. Puis cette vidéo du potager, c'est quoi? 1 heure aussi? Damn, je pense pas qu'on aura le temps. On va voir. Vas-y, on se laisse bercer.